Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Méditerranéennes d'Emmanuel Ruben. Dans ce roman, Emmanuel Ruben retrace l'histoire de sa famille. La littérature est d'abord orale, et c'est souvent une oralité sortie de la bouche des femmes. C'est la note d'intention qui apparaît assez vite, celle de rendre honneur au talent de conteuse de sa grand-mère Baya. Mais toi, n'oublie jamais de dater et de signer, mon fils, car ceci sera ton œuvre, et tout sera réinventé, pour consoler ta tribu d'avoir tout perdu. Je l'ai senti un peu comme une réconciliation entre les Juifs et les Arabes. Parce que finalement, ce que nous dit Ruben, c'est qu'il y a plus de ressemblances entre les musulmans du Maghreb et les juifs séfarades qu'avec les ashkénazes. Et ça se voit très bien dans une scène vers la fin où on est en Israël et qu'on voit que la greffe ne prend pas complètement. Quand il y retrouve l'une de ses tantes, on voit qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qu'il y a quelque chose d'artificiel dans cette nouvelle culture. L'hommage aux contes arabes, comme les Mille et une nuits, est évidente. Le plaisir de conter, qui narre le destin de princesses ou de suppliciés. Mais malheureusement, on a l'impression que malgré sa structure originale, le texte n'évite pas certains passages obligés. Déjà, le mélange de la petite et de la grande histoire, le Bataclan, le côté Roméo et Juliette, le regard qui se diffracte dans la vitre du TER, le regard qui se cherche lors de la manifestation. Paradoxalement, les scènes dans le présent sont celles qui me parlent le plus, mais aussi celles qui accumulent le plus de déjà-vu et de clichés. Parfois, je me demande si on ne frise pas un orientalisme un peu daté, un peu impersonnel. L'auteur cite Delacroix, et cela m'a fait plusieurs fois penser à ses tableaux. L'eau de rose, les fritures, les gens qui parlent fort, la sensualité des femmes avec le cafetan qui épouse leur forme, les narguilés, etc., etc. S'il avait eu de temps en temps une note dissonante, un peu moins attendue, peut-être que ça aurait fait un peu moins carte postale. Mais je m'aperçois que plus on s'approche de notre époque, plus l'Algérie quitte le fantasme, et plus l'auteur se l'approprie. Oui, à première vue, c'est bien la Suisse si l'on veut. La Suisse ou le Vercors de mon enfance, se dit Samuel qui ne s'attendait pas à retrouver là, sur la rive sud de la Méditerranée, cette sensation de verre, intense et vivifiante. Sans toutefois toujours éviter l'orientalisme, voire la fétichisation, avec le personnage de Jamila par exemple. En effet, c'est sa maîtresse, et j'ai trouvé que déjà les scènes de sexe tranchaient un peu avec le reste, ne se mélangeaient pas bien. Ça ressemble parfois même à du Herbert Léonard, nu comme la pierre, avec les mamelons noirs de ses seins, durcissant dans la fraîcheur de l'aurore parisienne, avec ses yeux berbères virevoltant sous ses longs cils recourbés, avec les coudes de nuit de ses cheveux ruisselant sur son visage apaisé, tout son beau corps couleur d'argile dressé devant lui. Elle ne vit qu'à travers son corps, et qu'à travers un peu le fantasme. Bon, et si je ne peux nier le travail certain de documentation et de recherche historique, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression de survoler les personnages et les époques. Au début, on serait même tenté de les confondre. Et en tout cas, s'il s'agit d'une vraie quête généalogique, il m'a un peu fait le même effet que L'Enfant de Salaud de Sorge Chalandon, qui était au Goncourt l'an dernier. Je m'explique. L'an dernier, je trouvais qu'il y avait une inadéquation entre ce que l'auteur voulait nous faire ressentir et ce qu'on ressentait réellement. La haine dans ce cas précis. Et j'avais l'intuition que c'était parce que les affects familiaux avaient du mal à se traduire. En gros, il haïssait son père, mais ne se donnait pas les moyens de nous faire ressentir. Il l'écrivait comme si ça coulait de source. Et ici, c'est la même chose mais pour l'admiration. Sauf que nous, lecteurs, on ne connaît pas ces gens. Donc nous dire assez succinctement pourquoi ils sont admirables sans jamais prendre le temps de le mettre en scène, on ressentira jamais la même chose que l'auteur, parce qu'il parle de sa famille et des gens qu'il aime. Il raconte l'histoire comme si on le connaissait, comme si on était concerné par ces histoires de famille. Sauf que ce n'est pas le cas. Le lecteur est toujours méfiant quand il commence un livre. Il a toujours mieux à faire. Mais plus le livre avance, et plus il prend le temps. Comme si la proximité temporelle permettait de sortir du fantasme, comme pour l'Algérie. C'est une quête identitaire, mais aussi une quête du réel. Raison pour laquelle le texte devient de plus en plus tangible, réaliste. Mais il faut bien attendre la moitié du bouquin. Parce que le début me fait vraiment penser au début de l'Ancien Testament, quand s'établit la lignée d'Abraham sur plusieurs pages. Ça part dans tous les sens, comme des centaines de lignes qu'on aurait balancées par-dessus bord, qui ne sont pas suffisamment bien reliées entre elles pour le plaisir du lecteur. Bref, le style assez soigné d'Emmanuel Ruben me donne une sensation de perte, presque de gâchis, même si ma lecture a tout de même été gênée par certains clichés.
Sœur Courage, silhouette flottante, joyeux luron, gorgé de soleil, se promener bras dessus, bras dessous, les rues grouillées de monde, armé jusqu'aux dents, droit comme un i, à tombeau ouvert, faire table rase du passé, etc., etc., etc. Il y a aussi des tics un peu désagréables comme Histoire de ou Histoire que qui apparaissent assez souvent. Et c'est dommage parce que Emmanuel Ruben, on sent qu'il aime le verbe, qu'il aime les mots pour leur beauté même, qu'il aime jouer avec les registres, les différentes tonalités de la langue, et même les sonorités. On le sent en lisant à haute voix, comment les mots s'enroulent autour de notre langue. C'est le moment où on aurait presque envie de reprocher ces petites maladresses à son éditeur plus qu'à lui. Parce que c'est leur boulot, justement, d'offrir au texte son meilleur potentiel, de le mettre en valeur, et d'enlever toutes ces petites griffures qui le gâchent un peu selon moi. Ce qui est intéressant, c'est la symbolique du chandelier. Chaque branche correspond à une branche de la famille. Et c'est un peu le lot de toutes les familles, juives ou pas finalement. Parce qu'en effet, sous la menorah est gravé un mot. Et ils vont tous, tour à tour, essayer de le déchiffrer, essayer de l'expliquer. Ça montre bien, je trouve, comment l'histoire d'une famille s'écrit, comme une sorte de grand téléphone arabe, où chacun ajoute, retire, un travail à la fois collectif et personnel. Il symbolise aussi l'identité juive, qui leur file entre les doigts à chaque guerre. Une sorte de trésor à protéger. Mais ce que j'ai pu trouver un peu pesant à lire, c'est la distinction quasi systématique entre le peuple juif et le reste de l'humanité. Je vais vous montrer ce passage qui est assez parlant. Elle comprit ce jour-là dans la gueule du four en terre ce que signifiait le mot juif et le mot femme. Être juive, c'est craindre à tout instant le déshonneur et la mort. Oui, elle comprit qu'elle était doublement vulnérable. Car être juive, cela signifiait pouvoir être violée avant d'être égorgée. À la lecture de ce passage, j'avais juste envie de lui dire que c'était le lot de toutes les femmes à un moment donné, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur ou leur nationalité. En temps de guerre, en temps de crise, la femme est une denrée comme une autre. On le voit par exemple en Ukraine. J'ai pris cet exemple parce que je le trouvais particulièrement parlant, mais je trouvais que cette notion d'élection arrivait assez souvent dans le texte, dans le sens négatif ou positif d'ailleurs. J'ai quand même trouvé que cette fresque sur le peuple juif, sur son exil, et aussi un peu sur la France à travers l'histoire de cette famille, était tout de même intéressant. Même si malheureusement, l'impression finale que j'ai, c'est celle d'avoir lu une sorte de biographie familiale, plus qu'un roman. Une belle biographie, mais qui a du mal à dépasser l'auteur et sa famille, à viser l'universel. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.